Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un des films de mon enfance. Mais attention, pas n'importe lequel. Un film qui, tout d'abord, est l'héritier d'une des œuvres de science-fiction les plus importantes des années 80, mais qui en plus a été unanimement décrié lors de sa sortie. Je ne parle pas de ces films qui perdent de leur superbe au fur et à mesure des années, dont les effets spéciaux ont fini par être dépassés, dont la rythmique du montage ou du récit ne correspondent plus aux critères des décennies suivantes, ou encore dont les thématiques et la manière de les traiter ont fini par tomber en désuétude quand elles ne sont pas tout simplement devenues parfaitement inacceptables. Non, on parle d'un film qui, dès le départ, a semblé ne plaire à personne. Et ce film, c'est Robocop 3. Mais avant d'aller plus loin, la saga Robocop est indissociable de la ville dans laquelle elle prend place, Détroit, une mégalopole envahie par des forces qui la dépassent, où la technologie et les corporations redéfinissent le quotidien, comme si la réalité elle-même commençait à changer. Et dans un autre style, c'est ce genre d'univers qu'explore notre partenaire d'aujourd'hui, NTE. NTE est un RPG en monde ouvert, à l'ambiance urbaine et surnaturelle. Le terrain de jeu, la ville d'Hétéro, qui est en proie à une multiplication d'anomalies étranges qu'en tant qu'Upriser, vous devrez éliminer grâce à vos pouvoirs d'espère. Mais le jeu ne se limite pas à l'aspect action. Du centre-ville et ses quartiers d'affaires, au parc d'attractions, en passant par les campus scolaires, les sentiers de montagne et les paysages ruraux, chaque recoin de la ville est vivant. 5 grands districts urbains originaux à découvrir à pied ou grâce à de nombreux véhicules personnalisables, tant au niveau de leur apparence que de leur performance, et même une collaboration avec Porsche. Une météo dynamique, un cycle jour-nuit et de nombreux PNJ avec lesquels interagir, l'immersion est à son comble. Et puis il y a plusieurs modes de jeu, solo en suivant l'histoire, mais aussi des mini-jeux ou des défis multijoueurs, comme des courses par exemple. Au lancement, vous aurez plus de 15 personnages jouables, plus de 40 anomalies à découvrir et des récompenses gratuites, dont un personnage de classe S à débloquer, ainsi que 400 tirages offerts. Il y aura même une collaboration musicale avec Persona 5 Royal, soit l'un des meilleurs JRPG de l'histoire. Et le spin-off Persona 5 de Phantom X, ça fait plaisir. Le jeu est disponible sur PC, Android, iOS, PlayStation 5 et Mac, entièrement cross-platform. Alors si vous voulez explorer Hétéro, cliquez sur le lien en description et en commentaire épinglé pour découvrir NTE. Et maintenant, on retourne à Détroit. Rappelons rapidement les bases. La saga Robocop se déroule dans la ville de Détroit, ancienne place forte d'une industrie automobile américaine florissante, à l'époque où les États-Unis arrivaient à faire croire au monde qu'il était un pays à peu près correct. Ouais, ça a bien changé à votre époque. Et c'est le cas aussi dans Robocop, puisque Détroit est une ville complètement foutue, gangrénée par la criminalité. Et pour rendre la chose encore plus désagréable, la ville est sous la coupe de l'OCP, conglomérat capitalistique tentaculaire qui possède tout, notamment la police, et dont l'objectif final est de raser Détroit pour la remplacer par une mégalopole futuriste, Delta City. On suivra la première journée d'Alex Murphy, flic idéaliste et idéalisé, bon mari, bon père, dans son nouveau commissariat. Nouvelle coéquipière également, Lewis. Sauf que... Mais c'est dans la nature de l'ultralibéralisme de ne pas laisser les travailleurs se reposer. Pas de pause, pas de retraite, et vous pensiez qu'on allait lui foutre la paix dans la mort. Bien sûr que non. Heureusement, on est dans du cyberpunk. L'OCP transforme donc Murphy en cyborg. Le très mal nommé, mais super stylé, Robocop. Dans le premier film, sorti en 1987, notre chevalier des temps modernes va s'efforcer de retrouver ses meurtriers afin de se venger, tout en mettant en lumière la corruption de l'OCP. Dans le deuxième, de 1990, une drogue, le nuke, fait des ravages dans la ville et Robocop se lancera dans une croisade contre le baron de la drogue, Cain. Robocop 1 est un chef-d'œuvre du grand Paul Verhoeven. Et Robocop 2 est à mon sens un excellent film, co-scénarisé par Frank Miller tout de même, le père des comics Batman Dark Knight, 300 ou encore Sin City. C'est pas rien. Mais surtout réalisé par Irving Kershner, un réalisateur que j'apprécie beaucoup, puisque, outre ce film, il a mis en scène l'Empire contre-attaque. Rien que ça. Et puis vous le savez sûrement, c'était un ancien prof de George Lucas. Bref, il y a du beau monde aux commandes, quoi. J'en parle pas davantage parce que j'y reviendrai certainement plus en détail dans de futures vidéos, et sur le remake de 2014 aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et en attendant, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur ma scène culte du premier Robocop. Enfin, terminez d'abord celle-ci et ensuite allez la voir. En 1993 arrive donc Robocop 3, réalisé par Fred Decker, qui vient plutôt du monde horrifique à la base, et qui, j'ai découvert ça récemment, a co-scénarisé The Predator de Shane Black. Aïe. Cette fois-ci, pour le scénario, le réalisateur s'allie à Frank Miller, qui est donc de retour aux affaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose dans cette deuxième suite ?
Retour à Détroit. Le projet Delta City a pris une nouvelle ampleur, puisque l'OCP a décidé de tout simplement virer les habitants de chez eux afin de raser les anciens quartiers. Et qui est-ce qui va s'acquitter de cette tâche? Les Réhab, une force de sécurité privée formée à la bienveillance et à la pédagogie. Dans le car, comme tout le monde. Nous ferons la connaissance de Nico, qui sera confronté à leur méthode Montessori en cours du soir. Résultat, plus de famille, plus de maison, mais elle sera recueillie par un groupuscule de son quartier qui cherche à faire valoir leurs droits. Bertha, la chef, Zach, Moreno et Kunz, qui n'a absolument pas la gueule et le comportement d'un gros enfoiré de traître. Nos amis, plutôt que de faire une réclamation au service après-vente de l'OCP, ils ont choisi la lutte armée. Nico, elle, est débrouillarde, notamment avec un ordinateur, et elle leur rendra de menus services, comme les aider dans le cas d'une armurerie de la police, en hackant un ED209. Vu le passif du modèle, je l'aurais pas tenté, mais bon. Après avoir fait leurs courses, ils sont pris en chasse par notre bonne vieille Lewis, qui joue de malchance. Entre alors en scène un mystérieux policier. Vous croyez que c'est lui? Mais la situation est merdique pour Lewis, donc on n'hésite pas. Il vient de faire demi-tour. De faire quoi? Une entrée hyper classe. Voilà ce qu'il fait. Police, messieurs. Veuillez circuler. Robocop règle le problème avec l'efficacité qui le caractérise. Tout est bien, qui finit bien. Sauf que l'OCP n'est pas contente. Murphy a désobéi à un ordre en venant sauver sa coéquipière. Et la société, elle a pas besoin d'un robot avec des sentiments et du libre arbitre. Non, elle a besoin d'un produit qui fait ce qu'on lui dit. L'ordre est donc donné au professeur Lazarus, qui s'occupe de la maintenance de Robocop, de supprimer ses souvenirs. Chose qu'elle refuse de faire. Mais pendant ce temps, le patron de l'OCP se fait engueuler par son patron à lui, Kanemitsu-san. Sa société a, semble-t-il, fait une OPA sur l'OCP et il n'est pas content. Delta City ne va pas assez vite. Il décide donc de lui envoyer un agent, Otomo, afin d'accélérer les choses. Robocop, lui, il est témoin de trucs qui lui plaisent pas trop. Et après avoir croisé Nico par hasard, il décide d'aller enquêter avec Lewis. Tu veux ton gilet pare-balles? Non, je suis pas en service. Une démarche qui l'amènera dans une église où il va découvrir un truc. Un rappel de ses priorités. Dans l'univers de la saga, Robocop répond à ses propres lois de la robotique. Ses directives premières. Servir le citoyen, en gros, protéger les innocents, faire observer la loi, et une quatrième, il ne peut pas s'en prendre à un membre de l'OCP. Et autant dire que voir des familles affamées dans ces conditions, ça lui titille les deux premières directives. Les Réhab débarquent, ce qui ne va pas aider d'ailleurs. Lewis aussi en aggro, et décide de montrer que son coéquipier n'est pas le seul à avoir des valeurs. Nous ne bougerons pas. Tu veux ton gilet pare-balles? Lewis meurt. Moment émotion pour Murphy, mais aussi pour tout fan de la saga. Malheureusement, il n'y a pas de temps à perdre, surtout que notre homme de fer blanc s'en est pris plein la gueule. La batterie finit par flancher. On va donc chercher Lazarus pour régler le problème, et comme elle s'est faite virer, elle est bien contente de prendre le CDD. Pendant qu'on s'occupe de Murphy, Otomo, lui, est arrivé. Et il a des éperons. Pourquoi? Aucune idée. C'est même pas comme s'ils avaient utilisé ça dans le film. Genre, le bruit des éperons annonce son arrivée dans une scène ou un truc comme ça. Rien. C'est juste stylé, j'imagine. En tout cas, cela ne l'empêche pas d'être efficace. Il remonte la piste laissée par les rebelles. D'ailleurs, on a la confirmation que c'est un robot, même si ça n'est pas une grande surprise, et il s'approche inexorablement de leur base. Juste le temps qu'il faut pour que Robocop soit réparé, qu'il fasse une petite mise à jour importante, qu'il fasse ami-ami avec tout le monde, et qu'il se rappelle que sa meilleure amie, elle, est morte dans ses bras à cause des Réhab. Retrouve-les vite. Action, conséquence, Robocop est toujours efficace. Mais il n'en a pas fini. Où est McTaggart? Le chef des Réhab qui s'est réfugié dans un hôtel de joie avec ses hommes. Il y reçoit d'ailleurs la visite d'un homme qui peut lui dire où se trouvent les rebelles. Kunz! Mais non! Mais hasard de dingue! L'androflic débarque, il prend le temps de rappeler une règle basique. Elle a dit non. Il fout le sbeul, mais laisse s'échapper McTaggart. Une erreur qui coûtera cher, puisque les Réhab attaquent la base, tuent Bertha, et tue le mouvement dans l'œuf. Nico parvient à s'enfuir dans des conduits d'aération, Lazarus est arrêté, malheur et désolation, même si il y a une petite justice. McTaggart a le champ libre, il décide alors de passer à la vitesse supérieure en vidant les derniers quartiers restants. Il manque d'hommes et demande l'aide de la police, qui a une réaction inespérée en rappelant elle aussi certaines évidences. Hey! Nous ne faisons pas ce genre de boulot. Foutre les braves gens à la porte de leur maison, ça n'est pas le boulot d'un flic. Et tout le monde démissionne. Face à cet élan citoyen inattendu, McTaggart ne s'avoue pas vaincu et en profite pour recruter les malfrats de la ville à la place. Car qui de mieux que des criminels pour faire le sale boulot? Alors que tout semble perdu pour les rebelles, les ex-flics viennent à la rescousse pour leur proposer de faire ensemble de bonnes vieilles barricades et de s'organiser une petite révolte populaire comme on n'en fait plus. L'espoir renaît. Et la bataille
commence. L'automate Condé, lui, est en train de tout rater et retrouve la base rebelle sans dessus-dessous. Moment parfait pour une bagarre de robots. Notre héros chromé vient à bout du fleuron de la robotique nippone, bien qu'avec difficulté, et il laisse quelques plumes. On retrouve alors Lazarus, détenu dans un KGB du quartier général de l'OCP, ainsi que, par une facilité scénaristique bienvenue, Nico, qui a réussi à s'infiltrer dans le bâtiment. Comment as-tu fait Non, c'est pas grave. Ouais, on va pas développer, c'est mieux. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas si important. Elle décide de pirater les réseaux de télévision afin de faire passer un message de résistance et montrer à l'ensemble de la ville de Détroit la réalité derrière les réhabs et leurs pratiques. Un discours qui motivera Murphy à sortir de sa sieste et à passer par la case tuning, une upgrade qui tombe à point nommé puisque sur le front, la situation devient critique. Et alors que la défaite semble annoncée, Supercop débarque, dispense la justice et décide qu'il est temps d'arrêter tout ce bordel totalitaire. McTaggart est prise au piège, mais twist nul, il y avait plusieurs automos. Rebagarre, Murphy décidément a du mal avec le Made in Japan. Heureusement, Lazarus et Nico débarquent. Comment et pourquoi sont-elles arrivées ici? On s'en fout, elles piratent les ninja bots, les forçant à se faire une bise seppuku. Ne tapez pas ça dans la barre de recherche de votre site pour adultes préféré. Malheur, ils ont un système d'autodestruction qui va tout raser dans les 20 km à la ronde. On ne va pas s'interroger sur la pertinence de la chose. Heureusement, Robocop s'est volé. Il embarque ses sauveuses, laissant McTaggart contempler pathétiquement l'instrument de sa nucléarisation. Explosion. On se retrouve en famille, Kanemitsu vient témoigner de son respect et s'avouer vaincu dans un moment très Japon, comme on se l'imaginait alors. Plan style la liberté guidant le peuple moderne, Robocop, fin. Bon, Robocop 3 a plein de problèmes. Et les critiques ne l'ont pas épargné à l'époque. D'une manière générale, le film donne une impression de série B. La faute à un budget réduit suite au mauvais résultat de Robocop 2 au box-office. C'est pas honteux, mais la réal est pas folle, la direction artistique en général est moins pointue, dans les talos, les éclairages, les décors font un peu plus carton-pâte, les effets spéciaux sont un peu moins bien, ou en tout cas en retard, par rapport à ce qui commençait à se faire à l'époque. Même si je vous avoue que quand j'étais gosse, ces aspects ne me sautaient pas aux yeux. En plus, si vous le regardez en 4K aujourd'hui, c'est sûr que certains défauts deviennent évidents, notamment les incrustations. Sauf que les films de cette époque, ils étaient pas pensés pour ça. Donc c'est pas des défauts en tant que tels. Non mais me lancez pas sur le sujet des versions restaurées, j'en aurais pour 10 heures. En plus, le film devait sortir 2 ans auparavant, mais pour diverses raisons, il a été repoussé plusieurs fois. Ça a certainement accentué le sentiment de FX un peu vieillotte à l'époque. Il y a des comédiens qui cabotinent, il y a moins de lieux, de diversité dans ceux-ci, il y a moins de scènes d'action aussi, et quand il y en a, c'est pas fameux. Mention spéciale aux 2 combats entre Robocop et Otomo, qui sont juste indigents. Ça se met des petits coups, Robocop il attend au lieu de tirer dans tous les sens. Bref, si je devais résumer, je dirais que ça donne une impression plus télévisuelle que cinématographique. Mais le scénario aussi, il est pas raté, mais il y a plein de trucs qui vont pas. À l'époque, on lui avait reproché une intrigue assez prévisible et des enjeux moins forts qu'auparavant, mais perso, c'est pas tellement ce qui me dérange. Déjà, il y a beaucoup trop de personnages pour qu'on puisse tous les explorer correctement. C'est dommage, parce qu'il ne manque pas d'intérêt. D'ailleurs, petite parenthèse à mettre au crédit du film, la qualité de ces personnages féminins, c'était pas toujours la règle à l'époque. Et cette profusion amène à plusieurs histoires qui se déroulent en parallèle, sans vrai lien entre elles. On a l'impression que certains axes de l'histoire ont été ajoutés gratuitement, ou pas tant que ça, car la production voulait clairement un film plus grand public afin de vendre des jouets. Et c'est exactement ce que l'on ressent avec Otomo. Très bel hommage d'ailleurs, avec ce nom. Il ne sert à rien. Toute son enquête pour retrouver Robocop et qui mène à la première rencontre entre les 2 antagonistes n'a aucun sens scénaristiquement. Et pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a un traître parmi les rebelles. Rappelons qu'Otomo, il est là pour aider l'OCP et les réhabs à ce que les choses aillent plus vite. Or, il découvre la base des séditieux avant que Kunz vienne donner le tuyau à McTaggart. En toute logique, il aurait dû les informer. Et point. Le pire, c'est que du coup, c'est pas que Otomo qui est inutile, mais Kunz également. Sa trahison devient de fait juste un trope classique qu'on fout là parce que y a toujours un traître, quoi, voilà. On a l'impression constante d'ajout du studio dans le scénario, et Otomo ferait, en effet, une superbe figurine à vendre aux gosses. Pourtant, de ce que j'ai compris, tout l'aspect Japon du film vient de Miller à la base. Je pense qu'on est donc plus sur une édulcoration que de véritables changements, mais ça ne change pas le fond de mon propos. Et juste pour préciser, la relation entre Miller et la production a été chaotique, à la fois dans Robocop 2 et dans celui-ci, donc ça a pas aidé. Les personnages se téléportent dans les scènes quand ça arrange le scénario, ou bien ils font des trucs qui n'ont aucun sens, genre là, Kunz qui, juste avant que les réhabs attaquent la base rebelle, va menacer tout seul ses anciens amis avec un pauvre flingue. Mais mon gars, ils sont des dizaines en face de toi, c'est débile de prendre un risque comme ça. Il y a aussi certains dialogues qui sont franchement médiocres, et puis, le ton est plus léger que dans les films précédents, avec un humour beaucoup plus présent, ce qui lui a valu d'être classé en PG-13 au lieu de R-rated.
En plus de tout ça, il réutilise des thématiques qui avaient déjà été explorées dans Robocop 1 et 2. Par exemple, le fait que Murphy prenne des décisions par lui-même. Et bien dans le deuxième, la problématique était déjà soulevée. Il y a toute une partie du film qui est consacrée, et l'OCP avait déjà décidé de changer sa personnalité. Le gars, il avait réglé le problème de manière radicale. Donc dans le 3, le fait que ça revienne, ça fait vraiment redondant. Robocop 3 est un film malade, qui a pâti de problèmes d'écriture, de production, de report. Il est aussi arrivé à un moment un peu charnière à Hollywood, à cheval entre le cinéma satirique violent des années 80 et le divertissement purement orienté IP qui devenait de plus en plus fort dans les années 90. Et c'est exactement ce qu'il est. Il emprunte à ces deux périodes, ce qui donne une œuvre au ton un peu étrange, que certains qualifieront plutôt d'indigeste. Cependant, moi j'adore ce film. Et je ne l'adore pas par nostalgie. Pas du tout. C'est un film que j'ai vu plein de fois et que j'ai eu plaisir à retrouver pour cette vidéo. Oui, il a plein de défauts, il n'a pas la maestria de ses prédécesseurs, mais vraiment, Robocop 3, c'est bien. Surtout en comparaison avec ce qui sortait à votre époque. Déjà, je trouve que certaines critiques ont été trop dures. Sur l'aspect technique, par exemple, ça reste tout à fait correct pour l'époque. C'est juste en comparaison au 1 et au 2 que l'on est déçu. Mais en vrai, ça passe. Et sur le ton, oui, il est un peu plus light. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais en soi. Il y a même des séquences qui arrivent rien qu'avec la mise en scène à faire passer plein de choses. Il y a une scène à l'OCP où on nous fait comprendre 10 000 trucs à la seconde. Ça commence avec Fleck, le mec qui fait le lien entre la société et le laboratoire qui s'occupe de Robocop. Il parle avec Johnson, un des gros pontes de la boîte, dans les couloirs. Une de ses collègues se casse la gueule devant lui, il en a rien à foutre. Ok, c'est un connard. Puis un autre se suicide. On comprend donc que la société va mal. Hop, changement de plan, le mec tombe, Otomo arrive, symbolique de remplacement. Ensuite, on informe Johnson et Fleck du suicide et ils persistent et signent. Quel dégonflé. C'est un super connard. Moi, je me tirerais une balle dans la bouche. Une discussion s'ensuit avec le Big Boss, Fleck se fait virer, il subit les conséquences de son comportement et de ses valeurs. C'est du bon cinéma, et tout ça avec une légèreté qui, à mon sens, fait parfaitement honneur au cynisme et à l'absurde qui habitait les films précédents, notamment celui de Verhoeven. Je trouve qu'on est dans la droite lignée. Même les passages plus franchement humoristiques, ils fonctionnent bien, avec des petites punchlines qui font mouche. Où est Mac Taggart? Chambre 212. J'espère que vous êtes assuré. En plus, ce n'est pas comme si l'humour n'était pas présent dans les deux premiers films. Merci de ne pas fumer. D'ailleurs, les spots publicitaires absurdes, marque de fabrique du style Verhoeven, sont encore présents, même s'ils sont moins nombreux. Et puis édulcoré, c'est vite dit. Il y a des meurtres toutes les 2 secondes, des exactions diverses, de la violence sociale, et ça s'insulte sans arrêt. Grosse conne! Même si sur cet aspect, l'AVF en rajoute un peu. Robocop 3 est peut-être plus grand public que les 2 premiers, même si moi je considère que ces 2 films, ils peuvent être vus par des jeunes, mais j'y reviens pas, c'était le sujet de ma vidéo sur ma scène culte de Robocop. Mais il n'en reste pas moins que, du coup, il laisse voir à un plus grand auditoire des sujets qui restent forts et profonds. C'est un film pour adultes, mais aussi pour les plus jeunes, qui les éduque à une réalité du monde qu'on ne leur montre pas assez. En tout cas dans la société de votre époque, où on avait tendance à les surprotéger sur cet aspect. Je vous rappelle que dans les années 80-90, c'était beaucoup moins le cas. Tout cela nous amène au vrai sujet, le propos du film. Un propos fortement politique. Une évidence pour un film Robocop, puisque les 2 premiers étaient des satires sociales mordantes. Mais Robocop 3, à mon sens, trouve une identité propre, notamment avec un aspect fondamental. Robocop n'est pas vraiment le personnage principal du film. Alors c'est un ressenti qui est accentué aussi à cause des problèmes de scénario dont on a parlé auparavant, trop de personnages, d'histoires parallèles, etc. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que c'était un réel choix des scénaristes que de faire du peuple les véritables protagonistes de cette histoire, via Nico, d'une part, pour toucher les plus jeunes, puis via des figures adultes, pour toucher les plus vieux. Dans les 2 premiers films, la critique politique et sociale est présente, mais elle se fait du point de vue de Robocop. Cette fois-ci, c'est par les yeux d'une jeune fille et des rebelles que va nous être présentée la situation de la ville de Détroit. Robocop est témoin de tout cela, et même s'il finit par agir contre, il ne le vit pas. Bon, c'est un cyborg, vous me direz, mais ça ne change pas le fait que c'est un choix, un parti pris qui tient un propos politique très direct. Le film est moins ironique que ceux de Verhoeven et Kirchner. Il est plus littéral dans sa critique. Même s'il a l'air plus doux du fait de son manque de moyens et de tout ce qu'on a abordé, en fait, il est tout aussi profond que les 2 autres, voire même plus radical par certains aspects. Robocop 3 est sans ambiguïté sur qui sont les pourris dans les sociétés capitalistes modernes.
Les réhabs sont habillés comme des SS. D'ailleurs, on n'est pas loin de l'esthétique de Starship Troopers par moment. Les gens de l'OCP sont grotesques et corrompus, en plus d'être sexistes. Vous vous trouvez un autre job, belle miche. C'est vraiment un coup de foudre. Et à plein de moments, le film affirme que le problème au fond, c'est le capitalisme. À la fois symboliquement, comme dans cette scène, où des enfants finissent par bloquer la route à Robocop, alors qu'il poursuit McBaggett, puisque ce dernier a jeté des billets sur la route, faisant qu'ils se précipitent tous dessus, empêchant ainsi la justice que représente notre flic métallique. Mais aussi de manière très directe dans le propos des personnages. Si vous ne vous rendez compte que maintenant que la limite entre faire des affaires et faire la guerre est un peu floue, c'est que vous êtes encore plus hors du coup qu'on ne le pense. Il y a un truc très intéressant aussi, c'est que l'ambiguïté sur la nature morale des personnages, elle est surtout présente chez les gentils. Le traître, il est chez les rebelles, par appât du gain. Les flics, au départ, travaillent pour l'OCP, parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent payer leurs factures. 15 ans dans la police est un véritable investissement. Peut-être qu'au lieu de vous inquiéter pour ces squatteurs, vous feriez mieux de penser à votre propre famille. Pareil pour les médias, qui, comme d'hab, servent la soupe à la propagande. Puis, petit à petit, la traîtrise est punie comme il se doit, la police retrouve le vrai sens de sa mission de service public, et même chez les médias, quand c'est trop, c'est trop. Oh, je suis désolée, je ne peux pas lire ça. Voyons, c'est des conneries, mais t'avales ça? Il est plus difficile d'être du côté de ce qui est juste. Ça coûte plus individuellement, c'est plus risqué que de suivre le flot. Un message qui, pour rappel, est le même que celui de Star Wars. Le côté clair, c'est plus ardu, ça demande du travail, de la discipline, du contrôle de soi. Alors que le côté obscur, lui, c'est simple. Il se nourrit de nos bas instincts. Et tout ça amène au point d'orgue du film. Une révolution où plusieurs strates de la société se sont unies contre l'injustice. Je sais pas vous, mais j'ai rarement vu des films grand public, faits pour vendre des jouets à des gosses, et venant d'un lore aussi connu, qui appelle à l'insurrection. Non mais y'a que moi ou c'est fou? Enfin là comme ça, j'ai une petite pensée quand même pour Small Soldiers de Joe Dante, film injustement oublié et qui est aussi très intéressant dans ce type de démarche. Et mine de rien, on est français, donc la révolution, ça parle. Et je dois vous avouer que le film a eu un impact très fort sur le mois de 7-8 ans. Rien que les 2 discours du film, ils me foutent les larmes aux yeux quand je les entends. Et si aujourd'hui je suis capitaine d'un vaisseau de contrebandier de l'espace, c'est peut-être pas pour rien. Bon, et si je devais souligner une occasion manquée du film, c'est la position des criminels à la fin. Ils ont tous un style punk, mais ce ne sont pas de vrais punks. C'est uniquement l'esthétique de ce mouvement qui est reprise, ce qui brouille un peu leur position, parce que si c'était des vrais de vrais, il aurait été intéressant qu'ils se rebellent eux aussi contre le pouvoir en place, puisqu'ils sont également le résultat du système. En réalité, ils ont juste une position de figure mythologique, c'est des méchants, point. Ça aurait pu juste être des riabs, mais tant pis. La position finale vis-à-vis de Kanemitsu est également un peu expédiée. Le mec s'en sort bien. C'est littéralement le grand méchant. C'est lui qui a commandité tout ça, qui dirige tout le machin, hein. Mais bon, il vient en personne les saluer, il a l'air sympa, hein. Allez, on oublie tout. Les affaires sont les affaires. C'est un peu facile. Si vous ne l'avez jamais vu ou que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, je vous encourage fortement à regarder Robocop 3, citoyennes et citoyens. Peut-être retrouvera-t-il un peu de crédit à vos yeux. Il est loin d'être parfait, mais il mérite qu'on lui laisse une deuxième chance. C'est une œuvre qui, à votre époque, devrait fortement résonner avec l'actualité et rappeler à toutes et à tous l'importance de l'union du peuple face à ceux qui ont toujours eu et auront toujours intérêt à le désunir. Chose que la science-fiction a essayé de rappeler à maintes reprises. Malheureusement, l'histoire a tendance à se répéter. Ce serait pas mal que pour une fois, l'humanité apprenne réellement de ses erreurs. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo, Nexus 6 Get Funky Deliver or Die, est toujours en cours. On a besoin de vous pour rendre le jeu encore plus cool. Donc si ça vous intéresse, merci pour votre soutien. Ah, et si vous le pouvez, mettez le jeu dans votre wishlist Steam, c'est hyper important pour nous. Si vous les avez manqués, foncez voir les dernières vidéos de la chaîne sur le film Stargate ou sur le jeu vidéo Pragmata. Et petite nouveauté, n'hésitez pas également à suivre le Nexus 6 et Slexno sur Twitch. Ça nous fera plaisir de vous retrouver là-bas également. Abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo, ça vous évitera de vous retrouver dans une société dystopique cyberpunk, ce qui est pas mal. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.